Bonjour, je suis David Minucci. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans robe. Ici, pas de robe, pas de langage juridique, uniquement des discussions pour plonger au cœur des cabinets d'avocats. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir 3 avocates autour de la table. Et donc, je vais commencer les présentations par maître Sénégule Arras, donc avocate au barreau de Strasbourg en droit pénal. Tu es également vice-bâtonnière au barreau donc, de Strasbourg. Ensuite, nous avons Anaïs Fuchs, avocate au barreau de Strasbourg en droit de la famille et droit pénal. Et tu es également membre du Conseil de l'Ordre, des avocats du barreau de Strasbourg. Et enfin, nous avons Alice Canet, avocate au barreau de Strasbourg en droit de la famille et également médiateur. Je précise parce que je sais que c'est une casquette que tu mets beaucoup en avant. Et donc, pour commencer nos échanges d'aujourd'hui, je voulais parler un peu de la recherche d'équilibre. Alors, on entend beaucoup les jeunes avocats aujourd'hui parler de l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et en fait, quelque part, en tout cas, moi, j'ai le sentiment que c'est un peu en rupture avec l'ancienne génération. Donc, est-ce que... pourquoi, en fait, est-ce qu'ils cherchent cet équilibre vie personnelle, vie privée ? Est-ce que vous, c'est votre cas aussi ? Quel est votre avis un peu sur cette question ? Et puis, surtout, comment on fait, entre guillemets, pour avoir trouver l'équilibre ? Donc, je sais pas, qui est-ce qui veut commencer ? Je me sacrifie. Non, mais pour moi, c'est juste inenvisageable de sacrifier complètement l'un ou l'autre. Les deux sont importants, les deux me constituent, les deux me permettent de me sentir bien. Mmh. Et je pense aussi que pour pouvoir être un bon professionnel, il faut qu'on soit bien soi-même dans ses pompes. Mmh. C'est l'idée, on ne peut pas donner aux autres si soi-même on est vide. On va juste prendre l'énergie des gens et on ne va pas les aider à aller mieux. Mmh. Donc j'ai besoin de me sentir bien. Pour moi, la vie familiale fait partie de se sentir bien, ce qui n'est pas non plus une obligation, mais moi, c'est le cas. J'ai 2 petites filles. Et un compagnon. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Depuis 15 ans. Et en rupture, oui, je pense qu'avant, c'était pas trop l'habitude. On avait plutôt en tête pour les femmes qu'il fallait se montrer très forte et qu'il fallait montrer que surtout, la vie familiale prend pas trop de place. Voilà. Mais pour moi, c'est important, c'est inenvisageable de faire autrement. Ouais, et puis surtout, le métier d'avocat, en tout cas, l'image qu'on en a, c'est l'avocat qui finit très tard le soir, qui passe énormément d'heures, qui travaille le week-end, parce que c'est quand même une profession libérale. Donc c'est vrai que c'est pas évident de trouver cet équilibre vie pro, vie perso, parce que forcément, moins on travaille, entre guillemets, moins on gagne d'argent. Enfin, normalement, ou pas. Oui. Sauf à trouver un hack pour réussir à pouvoir créer des contenus qui soient déconnectés de notre temps personnel de travail. Ouais, mais c'est l'objectif. Et moi, je travaille pas le mercredi, je travaille pas le soir, je travaille pas les week-ends et je travaille pas la moitié des vacances. Et pourtant, je veux gagner de l'argent. Et du coup, qu'est-ce que tu as mis en place alors justement Alors, moi, en gros, tout ce qui est information générale, je la fais plus payer. Je mets des vidéos, je mets des infographies, je la mets vraiment à disposition de manière très large. Donc, les gens ne payent que les conseils vraiment individualisés sur leur situation. Ils savent que je vais avoir un avis intéressant pour eux et à haute valeur. Et du coup, au taux horaire, c'est bien plus élevé. Et en plus, je suis médiateur, donc j'ai plus de temps judiciaire. Donc, j'ai plus les pertes d'attente au tribunal où il se passe rien et on peut pas facturer. Et puis, il faut expliquer au client qu'il y a encore un renvoi, il y a encore un renvoi et c'est un temps... et du coup, tu prends plus du tout les dossiers qui sont contentieux, quoi, je veux dire. Quasiment plus. Après, là, j'ai quand même des dossiers pour des femmes qui sont allemandes ou françaises qui habitent en Allemagne et où le mari a signé en France. D'accord. Et là, je les prends quand même, mais il n'y en a pas beaucoup. Ouais, d'accord. Et oui, donc, t'as remarqué du coup qu'il y avait quand même un changement dans le fait en fait que tu donnes de l'information entre guillemets, je sais pas si c'est gratuit, mais en tout cas, tu diffuses beaucoup d'informations à tes clients. Tu trouves qu'en fait ils te sollicitent moins, t'as moins d'emails, parce que ça c'est un peu le défaut en fait dans la profession, c'est que les clients ils envoient énormément d'emails en fait au final. Alors moi je suis pas du tout accessible et très accessible à la fois. Je suis pas du tout accessible pour les gens qui sont pas mes clients. Pour prendre un rendez-vous avec moi c'est par Calendly, mais je pense que vous avez aussi. Et il y a un questionnaire en plus d'entrée pour pouvoir prendre le premier rendez-vous, même si c'est un rendez-vous gratuit. Donc les gens savent ce qu'ils peuvent attendre avec moi. Et j'ai pas de gens qui viennent qui correspondent pas du tout à ce que je propose. Ouais, d'accord. J'ai pas le téléphone qui sonne tout le temps pour des trucs qui prennent juste du temps et où je suis déjà en train de réfléchir alors que c'est même pas mon client. Et par contre pour mes clients, moi là je suis plus accessible parce que j'ai moins de clients, mais que du coup je peux être là pour eux. Ouais, d'accord, donc c'est bien, c'est un bon équilibre. Et alors toi, Anaïs, déjà, est-ce que tu as réussi à trouver cet équilibre vie pro, vie perso ? Je dis pas que je l'ai trouvé encore. Hein. Je note tes tips aujourd'hui, Alice. Alors déjà, pour revenir aussi à ta question, je suis d'accord qu'il y a 2 générations qui s'opposent d'avocats
Et je crois que notre génération, elle est entre les deux. On est entre la génération de nos patrons de l'époque, qui étaient, comme tu le dis, à travailler jusqu'à 21h. Mon patron, il bossait tous les week-ends et encore, maintenant, je crois qu'il fait encore la même chose. Et nos collaborateurs, qui sont de cette nouvelle génération, qui accordent beaucoup d'importance à leur vie perso, qui veulent plus travailler le week-end, qui veulent plus sortir du cabinet à 20h. Et nous, on est entre les deux. En train d'essayer de trouver une solution. Alors moi, je trouve que c'est pas évident de trouver cet équilibre. Je cherche encore les solutions. Alors comme Alice, je travaille plus le week-end. Ça c'est, j'essaye en tout cas de plus travailler le week-end. J'y arrive à peu près. Mais l'équilibre est pas encore complètement facile, et pas encore complètement facile à trouver, et pas encore très présent. J'avoue que, et avec Sandégul, elle en parlera aussi, on échange des fois sur le sujet. Puisqu'à côté de notre travail d'avocat, on a aussi l'engagement ordinal, l'engagement syndical, qui prend énormément de temps, et de libérer du temps personnel pour des activités comme le sport ou pour la famille. Pour la famille, on y arrive, mais pour soi-même, je pense que c'est là où on pêche peut-être. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que c'est pas un peu lié au content, à la matière aussi, parce que quand on est pénaliste, là, on se fait imposer un peu son rythme de travail par les juridictions, etc., ou par les clients. Est-ce que c'est pas un peu aussi lié à ça ou... Alors, ça peut être lié suivant la matière pénale qu'on fait, mais je crois que Sandégul, elle me rejoindra là-dessus, parce qu'on en a déjà parlé assez récemment. Au bout de quelques années de barre, comme Alice, on peut aussi faire le choix de la manière d'exercer, même au pénal, c'est-à-dire limiter le pénal d'urgence, justement, choisir des dossiers qui sont des dossiers criminels ou avec une instruction, et se focaliser sur ce genre de dossier. Donc on a plus le temps d'entrer dans le vif du sujet, et peut-être, malheureusement, je le dis quand même, mais sélectionner les dossiers. Ça va être le cas, par exemple, moi je fais plus de défense pénale à l'aide juridictionnelle, parce que c'est vraiment pas rentable, sauf pour les parties civiles, pour les dossiers qui me tiennent vraiment à cœur, mais je me rends compte que je peux plus accepter tous les dossiers non plus, donc je suis obligée de faire une sélection pour me permettre justement d'engager mon temps sur des dossiers qui soient au minimum rentables. Ouais, d'accord. Et du coup, alors, mais comment on l'annonce au client quelque part Je l'ai fait il n'y a pas plus tard qu'il y a une demi-heure. Ah ouais. Elle était témoin puisque j'étais dans la voiture en venant ici, en disant voilà que je suis vraiment bien désolée, mais que je prends plus, en tout cas les majeurs, les mineurs, je continue parce que c'est mon dada, à les prendre à l'aide juridictionnelle, mais qu'un majeur, je prends plus à l'aide juridictionnelle parce que je lui ai expliqué à la cliente que c'est pas rentable pour mon cabinet, que je vais perdre de l'argent, que j'en suis désolée, qu'on est 1200 avocats au barreau de Strasbourg, qu'elle peut prendre un avocat commis d'office qui sera sûrement très compétent, ou peut-être un plus jeune avocat qui a envie de développer sa clientèle et qui accepte ce genre de dossier, comme je le faisais il y a quelques années, parce qu'on peut accepter ce genre de dossier dans une démarche de développement de clientèle, ça peut être tout à fait intéressant, mais que pour ma part, si moi, elle me veut absolument, il va falloir effectivement me rémunérer. Et ça arrive une fois sur deux, parce que vraiment le client souhaite aller chez moi, qui disent dans ce cas-là, je vais quand même vous payer. Et si en fait, il cherchait plutôt un avocat un peu lambda, mais pas vraiment moi spécialement, il va trouver quelqu'un qui le prendra à l'aide juridictionnelle. Et tout le monde sera content au final quand on explique les choses clairement aux gens, de manière transparente, ils comprennent. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais je pensais que c'était intéressant d'expliquer, parce qu'il y a peut-être des jeunes confrères qui regardent, etc. Et donc, leur expliquer un peu. Il m'a fallu 10 ans pour réussir à expliquer clairement aux clients, parce que je suis quelqu'un qui ne sait pas dire non, et que j'ai toujours beaucoup d'empathie pour les gens qui m'appellent, et que j'ai envie de les défendre et de les aider. Quand on devient avocat, et surtout au pénal, on a vraiment l'âme d'aider les gens, donc c'est très difficile de dire à quelqu'un non, je ne vais pas t'aider, mais il y a un moment où on est face aux chiffres, à la gestion d'un cabinet, on ouvre un petit peu les yeux, ça c'est avec l'expérience que ça vient. Et j'ai l'impression, moi, que la nouvelle génération, c'est beaucoup plus le faire, justement. Ouais. Enfin, je vois ma collaboratrice ou ses amis, ils filtrent beaucoup plus les clients, ils arrivent mieux à facturer, j'ai l'impression. On leur apprend peut-être plus, ou ils s'intéressent plus, parce que justement, ils sont très attachés à cet équilibre vie perso et vie pro. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils sont meilleurs que nous dans le fait de poser des limites ou de savoir facturer. Moi, j'apprends encore. Il m'a fallu bien une dizaine d'années pour y arriver. Et je n'y suis pas arrivée complètement non plus. Des fois, je craque parce que vraiment, je suis touchée par l'histoire de la personne et je dis, bon, allez, c'est pas rentable, tant pis.
et j'ai envie d'aider, je vais le faire quand même. Il y a un peu ce truc chez les avocats du syndrome du sauveur quand même, on voudrait rendre service à tout le monde. C'est bien, c'est des bonnes intentions en tout cas. Et alors toi, Sendegül, je sais pas, quel est ton avis un peu là-dessus? Est-ce que tu as mis des choses en place? Alors moi, je rejoins effectivement ce qu'Anaïs a dit. Je me retrouve plus en Anaïs qu'Alice. J'ai beaucoup encore de difficultés à trouver le curseur. Disons que je ne l'ai jamais trouvé. Alors j'essaye de le pousser plus vers l'équilibre familial, parce que je me rappelle, on a partagé, en tout cas Anaïs, je l'avais rencontrée déjà à l'époque où j'étais en collaboration et que j'avais découvert donc le cabinet. Et les horaires, on y passait, on y passait des horaires. On sortait très tard, on était dans le même cabinet. Et pour nous, c'était tout à fait normal parce qu'il fallait faire en quelque sorte sa place. Enfin, moi, je le voyais plutôt comme ça. Ouais. Faire sa place, s'affirmer. Et là, je reprends les propos d'Alice, se montrer forte et dire qu'on en est capable. Enfin, moi, c'est toujours ça qui m'a guidée. Après, j'ai de la chance, ou pas, en fonction des moments, je le dis, que mon conjoint travaille beaucoup, et même le week-end, donc ça me laisse le temps, moi, de creuser, de travailler même le week-end, même la nuit. Ma seule limite reste les enfants. J'ai 2 filles, effectivement. Donc j'ai un emploi de temps qui est quand même assez, plutôt en parallèle avec ceux de mes enfants. Oui. 8 heures, je les dépose. Je les récupère à 6 heures. Je redeviens maman jusqu'à 21 heures. Et je redeviens avocate jusqu'à 2 heures du matin. Et rebelote, voilà. Et sachant qu'on est aussi tenu par la matière, c'est vrai. Le droit pénal, c'est une matière compliquée, qui demande beaucoup, beaucoup de temps pour cerner l'âme humaine. C'est vrai, surtout dans les dossiers criminels où on essaye toujours encore de creuser pour trouver cette lumière ou ce bout de lumière, et donc ça demande beaucoup d'énergie. Et le plus compliqué, à mon sens vraiment le plus compliqué, c'est sortir finalement de ce monde pour revenir se connecter aux enfants et essayer de faire la part des choses. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Trouver l'énergie émotionnelle, la capacité émotionnelle. Redevenir maman, revoir le monde sous les yeux des enfants. Parce que les enfants restent innocents. Et d'être disponible pour eux émotionnellement. Ah oui, il y a des moments, effectivement, où on s'en veut, parce qu'on est tellement sur le qui-vive, parce qu'on aspire tout, éponge émotionnelle nécessairement. Parce que je pense que pour faire du pénal, il faut quand même avoir une certaine intelligence émotionnelle, une ouverture et une sensibilité. Et parfois, on aspire tout. Oui, bien sûr. Et là, faut ressortir. Sinon, à défaut, ça sort par effectivement le ton qui monte, alors que les enfants, ils sont pour rien. Oui, tout à fait. Et vous avez des moyens justement de décompresser, penser à autre chose, déconnecter Moi, tous les week-ends, je cours 2 heures minimum. Ah ouais. Si je cours pas... mais 2 heures d'affilée Ah oui, sinon je deviens une pile électrique. Non, mais je marche entre-temps. Il y a des moments, effectivement... Moi, je me suis remis à la course à pied, mais bon, je tiens 1 heure, mais c'est déjà bien. Ah non, parce que faut évacuer. Parce que si on le sort pas, d'une manière ou d'une autre, chacun a ses propres... comment dire ça le mot juste, chacun a son propre moyen d'évacuer. Donc moi, c'est la course à pied pour évacuer toutes les pensées qu'on a encaissées dans la semaine. Et après, ça va beaucoup mieux. Mais je vieillis. Je n'arrive pas à courir 2 heures. C'est toute la difficulté. Moi, c'est un truc que m'a donné mon fils, en fait, qui a 4 ans. Alors, j'arrive pas totalement à le faire, mais la remarque qui me fait quand je rentre à la maison, c'est « Maman, pourquoi tu es tout le temps sur ton portable ?» Parce qu'en fait, je continue à rester disponible, à regarder les mails. Je ne peux pas m'en empêcher. Je suis addict, à mon téléphone portable, à la réponse immédiate aux clients. Et puis aussi, comme on est à l'ordre, les confrères peuvent être en difficulté le soir, ou même la nuit, nous solliciter. J'essaye, suite à cette remarque que mon fils m'a faite, de poser le portable sur la commode et de plus trop. C'est un objectif, on va dire. Je n'y suis pas encore parvenue. Et aussi, le sport, c'est vrai que c'est un bon moyen. Alors, normalement, le vendredi midi, je fais du yoga
à l'ordre des avocats. Désolé pour aujourd'hui. Voilà. J'espère que ça te détendra quand même. Mais l'ordre des avocats, propose des cours de yoga le vendredi midi, et c'est super pratique, c'est avec des avocats, des magistrats du coup, et on souffle un temps, et c'est vrai que ça fait énormément de bien d'avoir une petite heure des fois pour se recentrer. Ça, je pense que c'est intéressant que vous parliez un peu de ce que l'ordre fait pour essayer d'aider les confrères et consoeurs à trouver cet équilibre, parce que l'ordre est actif là-dessus. Anaïs était longtemps, présidente de l'UJA, et elle est toujours engagée là-dessus, notamment sur le soutien, l'accompagnement à la maternité et à la paternité aussi, qui s'ajoute. Mais pour répondre à la question, moi je suis moins touchée que vous, parce que je fais très peu de pénal et pas d'assises comme vous faites, et parce que moi je travaille dans l'idée de permettre aux gens de s'entendre. Ce qui fait que moi, c'est des good vibes, quoi. C'est chouette, c'est agréable. Donc, j'ai pas besoin de virer toutes ces émotions-là. Au contraire, si je rentre super contente parce qu'on a fait une super médiation et que les gens s'entendent ou on a un accord avec un confrère sur un dossier, j'ai pas besoin de me nettoyer, quoi. Après, j'ai aussi, moi, le sport quand même, parce que j'ai plus d'une demi-heure de vélo matin et soir. Donc, pareil, le mouvement, ça permet de sortir et de faire un sas. Mais oui, moi, j'ai moins besoin Et t'as jamais de rendez-vous où les époux s'engueulent, ça hurle, non Non, pas pendant les rendez-vous. Ah ouais. Par contre, là, j'ai par exemple un dossier où la médiation, c'était top. Vous faites des rendez-vous à 4, je suppose, non ? Les 2 époux et les 2 avocats, non ? Soit à 4, soit à 3, où moi je reçois quand même les 2. Et oui, ça mais non, dans ce cas-là, quand c'est avec moi, non, ça hurle pas. En tout cas, ça peut monter un peu à un moment, ça fait cocotte minutes, mais après ça redescend tout de suite. D'accord. Et globalement, quand il sort de là, c'est calme, c'est apaisé. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est une bonne chose au moins. Mais après, par contre, là je te dis, j'ai un dossier où retour avec discussion entre les deux, où c'est un peu remonté dans l'intervalle. D'accord. Donc là, c'est un peu quand même énervant, mais c'est pas le même Oui, sujet. c'est pas non et plus, puis moi, j'ai pas les engagements ni syndicaux ni ordinaux que Sénégal et Annonce ont, en plus de la gestion de leur cabinet et de la gestion de la famille. Et est-ce que justement, pour en venir un peu à la nouvelle génération, parce que en tout cas moi le sentiment que j'ai, alors après vous allez me dire à Strasbourg si c'est le cas ou pas, mais enfin moi je viens de Lille, donc j'ai la vie plutôt des avocats lillois et quelques Parisiens, c'est que la durée des collaborations elle a quand même tendance à se réduire. Avant ils partaient sur des durées de 5, 7 ans, même certains 10 ans de collaboration, et aujourd'hui on est plutôt, enfin d'après ce que moi on me dit, on est plutôt autour des 3 ans. Voire même moins, des fois pour certains. Est-ce que justement, ça vient pas de cette recherche d'équilibre vie pro, vie perso ? Parce que quand on est son propre patron, on a l'avantage de pouvoir choisir quand on travaille, etc. En tout cas, on nous impose pas le rythme d'un cabinet. Alors, est-ce que ça en fait partie, justement ? Est-ce que c'est pour ça que Alors, je sais pas, est-ce que déjà ça se réduit, les collaborations ici à Strasbourg ? Moi, je vois, en tout cas, au Conseil de l'Ordre, ce qu'on peut constater ces dernières années, c'est que on a des cabinets peinent à recruter des collaborateurs. Ouais, alors que nous, quand on a prêté serment, ce qui explique peut-être pourquoi on en donnait peut-être trop à nos cabinets, on avait du mal à trouver un cabinet pour nous embaucher. Et là, la dynamique s'est complètement inversée. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas si c'est tout d'un coup un choix. Il y a le Covid a beaucoup joué sur le changement de mentalité. Est-ce qu'on est complètement sous l'eau, il y a plus de contentieux juridiques peut-être aussi ? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vraiment identifier la cause, mais c'est une réalité. Le fait que les collaborateurs, du coup, on leur fasse un peu des tapis rouges, des ponts d'or pour venir dans les cabinets, forcément, les cabinets sont obligés, pour attirer les collaborateurs, d'offrir plus de congés, des conditions un peu plus souples. Et tout ça fait... Voilà, c'est une espèce de nouveau mouvement qui s'est lancé. Et ça, je le constate. Et peut-être que les collaborations qui durent moins longtemps, oui, je pense que c'est vraiment un souhait de la part des jeunes avocats d'être moins soumis aux contraintes d'un patron, aux contraintes d'horaire, de pouvoir partir en week-end prolongé plus souvent. Parce que je suis pas sûre qu'ils fassent vraiment une fois qu'ils s'installent d'ailleurs. Parce que je pense qu'on peut être son pire patron au début en tout cas. C'est vrai que... je pense qu'au début c'est comme tout, c'est un peu une lune de miel entre guillemets où on se dit j'ai du temps, etc. Mais forcément. Non, parce qu'on flippe, mais je pense qu'après, je pense qu'après il y a les finances qui, forcément qui rattrapent parce que quand on a un prêt, etc. à payer. Bon après qu'on n'a pas encore de prêt, d'enfants, etc. Je pense que dans ce cas-là, entre guillemets, on peut se permettre de baisser sa rémunération. Par contre, quand on commence à avoir des engagements, ça doit être un peu plus compliqué, quoi. Et inversement, ma collaboratrice me disait il n'y a pas longtemps, oula, moi quand je te vois stressée comme tu es, je suis pas pressée de m'installer en fait. Je suis très bien en collab, avec des conditions qui apparemment lui conviennent aussi, parce que j'étais sûre que je suis ancienne présidente de l'UJA, donc j'essaie de pas maltraiter ma collaboratrice. Mais elle me disait ça,
ça. Je vois comme tu es stressée. En vacances, tu t'arrêtes jamais. Tu réponds. Elle m'engueule quand je rentre de vacances parce qu'elle a vu que j'ai répondu à mes mails. Elle le voit parce qu'elle voit ce que je fais. Et elle me dit, ça me donne pas vraiment envie, la vie que tu mènes. Donc, réfléchis aussi par rapport à ça. Et pour l'instant, elle n'a pas le souhait de s'installer. Donc voilà, ça double tranchant. Après, c'est sûr qu'il y a des cabinets encore ancien esprit qui, je pense, maltraitent ou pas, en tout cas exigent énormément de leurs collaborateurs avec une rétro qui non plus qui est correcte, mais si elle n'est pas agrémentée de dossiers perso, ne justifie pas qu'on reste jusqu'à 22h au cabinet et qu'on travaille le week-end non plus. Mais c'est ça, parce que quand on est collab, il y a la clientèle perso en plus de la clientèle du cabinet, qui fait que les horaires peuvent être vraiment longs et l'investissement important. Je pense, c'est la personnalité de chacun en réalité, à choisir entre l'indépendance de l'esprit et l'indépendance financière. Parce que c'est vrai que moi, dans le cabinet, je suis restée en collaboration, on va dire, 6 ans, sauf erreur, dans le même cabinet, et ça travaillait. Ça travaillait, mais c'était une possibilité de se rassurer soi-même en disant effectivement j'ai une rétrocession et donc je suis rassurée. Mais à un moment donné, lorsqu'on se retrouve avec 2 enfants et quand on fait la comparaison, on se dit bon, je préfère gagner mon indépendance d'esprit et pouvoir m'adapter pour justement la vie personnelle, quitte à devoir passer peut-être plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs mois, le temps de développer sa clientèle, mais de manière renversée, c'est-à-dire travailler la nuit pour garder les enfants ou s'occuper des enfants le jour, s'adapter sur l'emploi de temps. C'est vraiment une question de personnalité. Et les jeunes d'aujourd'hui, c'est vrai qu'ils ont beaucoup évolué. Moi, je pense... Anaïs aussi un peu peut-être. Alice, je ne sais pas, on est aussi de l'ancienne génération, même si on peut paraître jeune et qu'elle est la présidente de l'UJA, mais nous venons, j'étais ancienne présidente, mais je pense qu'on fonctionne quand même un peu sous l'ancienne génération. On nous a appris la valeur du travail, qu'il faut absolument travailler, faire sa place, etc. Et donc les valeurs ont depuis lors changé. Nous, ça fait combien d'années? 14 ans, 15 ans? Voilà, on est de la même promotion à peu près. Voilà. Et donc, la société évolue, tout change. Et les valeurs également, à mon sens. Il y a des priorités. Ils ont peut-être pas tort. Ça, c'est pas certainement, probablement. Je regarde d'un œil à la fois un peu envieux, mais un peu méfiant, parce que je me dis, mais oui, est-ce qu'ils vont y arriver? Il y en a beaucoup s'installent tout de suite, d'ailleurs sans vraiment avoir été formés, du coup, ce qui est un peu... Parce que c'est un métier qui s'apprend beaucoup sur le tas, quand même. S'ils y arrivent, tant mieux. Et s'ils trouvent leur équilibre, tant mieux. Et qu'on est peut-être des vieux cons, déjà. Et c'est possible, c'est une possibilité. Donc, je regarde. Après, j'ai l'impression aussi certains se rendent pas forcément compte non plus de ce que c'est de gérer... un cabinet avec des charges qui sont énormes, l'URSSAF, CNBF, il n'y a pas que le prix du loyer, il y a plein de choses à payer. Puis il y a les fonctions support. Au début, tu ne payes pas tout ça. Quand tu t'installes directement. Les 2 premières années. Voilà. Mais après, la machine est lancée. Ah ouais. Et d'ailleurs, les jeunes qui s'installent, il faudrait peut-être éventuellement faire un récapitulatif des situations. Moi, je ne sais pas s'ils tiennent sur le temps. Parce que c'est bien de s'installer. Ça, c'est une réalité sur le temps T. Mais il faut voir un peu plus loin et éventuellement faire des statistiques pour voir qui est resté. Je crois que dans les 10 premières années... Il y en a beaucoup qui accrochent la main. Il faudrait comparer entre les collabs et les personnes installées. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Je crois que c'est 25% des avocats qui quittent la profession. Mais il faudrait comparer. Est-ce que ceux qui quittent sont plutôt installés, ou est-ce qu'ils sont plutôt à leur compte, ou est-ce qu'ils sont plutôt en collab, ou plutôt associés? Quel est leur statut au moment où ils quittent? Et je suis pas sûre que ce soit plus les personnes à leur compte que les personnes en collab. Non, je pense pas. Je pense que beaucoup de personnes qui quittent la profession sont des personnes dégoûtées de leur collaboration et qui n'ont pas eu la chance de découvrir ce métier et d'avoir le coup de cœur avec ce métier parce qu'ils n'étaient pas forcément dans le cabinet adapté. Et moi, souvent, je leur dis, avant de quitter la profession, essayez de t'installer quand même. Parce que clairement, quand on fait... C'est peut-être pour ça aussi qu'on travaille tellement, c'est que quand on est passionné par ce qu'on fait, les heures, on les compte beaucoup moins que quand on est obligé de traiter les dossiers de son collaborant dans une matière en plus qu'on n'aime pas. C'est sûr, on ne regarde pas le temps passer de la même manière. Quand on aime ce qu'on fait... Faites le travail que vous aimez, vous ne travaillerez jamais. Mais oui. Voilà, c'est ça. Elle a raison, Anaïs. À partir du moment où on est tombé sur le mauvais cabinet et qu'on reste sur cette mauvaise impression,
c'est plus tentant de quitter que de recommencer à zéro, de découvrir une nouvelle matière et de se dire je suis fait pour ça. C'est vrai. Et ça peut être plus compliqué peut-être de s'installer quand on a une bonne rétro et qu'on a quand même l'à côté de la clientèle perso, on est habitué à un certain confort de vie et que derrière il faut repasser à pas d'argent garanti, mais par contre les charges qui arrivent de manière certaine. C'est plus compliqué, je pense, de quitter ça que de se dire là j'ai encore rien et je peux monter petit à petit. Et je trouve que certains jeunes avocats n'ont pas forcément le côté aussi entrepreneurial des fois que nous on l'avait. Enfin, je ne sais pas à quel point les vieux avocats avaient vraiment cette réflexion entrepreneuriale, honnêtement. Mais ils sont moins dans la construction, moi je trouve. Ils sont plus dans le je vis un peu au jour le jour. Ouais, enfin, c'est l'impression que j'ai. Ouais, c'est vraiment l'impression que j'ai. Carpe diem, cueille le jour présent. Ils construisent pas, mais après. De dire un truc comme ça. Il n'y a pas de règle vraiment. Ça dépend. Mais après, je sais pas s'ils ont. Enfin, en tout cas, moi, les jeunes que je côtoie, etc. Mais je sais pas s'ils ont tort, parce qu'en fait, on est dans une société qui est tellement imprévisible qu'en fait, on cherche à prévoir un peu les choses, mais en fait, ça se passe pas toujours comme on veut. Non, c'est pas prévoir. On cherche à avoir une vision, un cap, pour se diriger en se disant je vais aller vers ça et ça me fera du bien, je sais que je suis au bon endroit en allant vers ça, même si effectivement mon cap je vais peut-être le revoir au fur et à mesure des évolutions sociétales ou du statut. Ou peut-être il faudrait peut-être un jour poser la question directement aux jeunes en fait, qu'est-ce qui les motive et pourquoi ils changent. Moi je ne demande que ça qui vient dans cette émission, mais pour l'instant personne n'accepte. J'ai pas pensé, moi j'ai pas pensé non plus à demander à des personne n'accepte. En tout cas moi pour l'instant j'ai que des refus. C'est très intéressant de voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Tu pourras revenir à Strasbourg. Mais j'aurais pu me demander à ma collaboratrice, mais qui travaillerait alors si... Alors moi, il y a aussi ce que je voulais dire, c'est que je vois par exemple sur Instagram, on dirait que être entrepreneur, c'est la solution à tous les problèmes. Mais quittez votre boulot de salarié, devenez entrepreneur, c'est formidable, vous ferez exactement ce que vous voulez. Mais ce que dit pas Instagram, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a les charges derrière, il y a le stress, il y a la responsabilité, c'est votre responsabilité qui est engagée si quelque chose ne va pas. Et ça, il faut aussi peut-être... Je suis d'accord, je pense que les gens, beaucoup de personnes qui s'installent vont choisir le positif sans avoir conscience des contraintes qui vont derrière. Et ne choisissent pas non plus entre les contraintes qu'ils sont prêts à vivre eux-mêmes pour ça. Mais moi, la première, quand je me suis installée, j'avais pas du tout conscience, j'ai pas du tout réfléchi. Je savais que je voulais... c'était l'image d'Épinal de l'avocat. Pour moi, c'était l'avocat à son compte. C'est pas un avocat qui travaille pour quelqu'un d'autre. Et même si j'adorais mon patron, on disait patron à l'époque, je voulais absolument... J'ai tout de suite su que je voulais m'installer dès la première minute, même avant de prêter serment. Mais j'avais pas du tout réfléchi, j'avais pas fait de business plan, j'avais pas du tout réfléchi. J'y suis allée comme ça et ça a quand même marché. C'est ça, voilà. À refaire, tu le referais. Et je le referai à 100%. Mais quand même, il y a des moments qui ont été un petit peu compliqués, quoi. Avec le rattrapage des charges, la 3e année, etc. Voilà, donc, c'est plus ou moins provisionné, mais voilà. Mais on s'apprend, on s'adapte, et quand on veut, quand on a la passion... Et qu'on a du soutien quand même aussi autour de soi, éventuellement. Parler aux confrères, l'ordre, tu disais ce que met en place l'ordre, on est toujours ouvert, il y a une commission sociale aussi à l'ordre qui peut aussi, ça les confrères le savent peut-être pas assez, mais en cas de grosse difficulté financière, l'ordre des avocats peut allouer des prêts à taux zéro, suivant la situation pour aider les confrères. À démarrer, par exemple. Il y a la possibilité de se domicilier à l'ordre aussi, quand on n'a pas de locaux, qu'on vient de se faire peut-être perdre sa collaboration, qu'on veut s'installer mais sans engager trop de frais. On peut se domicilier de manière gratuite ou quasi gratuite, on va dire, à l'ordre des avocats. Il y a effectivement des solutions, et c'est très important ce que tu as dit, Alice. Le soutien, c'est primordial. Il faut parler de ses difficultés, de ses bons moments, mais de ses difficultés aux confrères. À sa famille, mais ceux qui peuvent vraiment comprendre, c'est les confrères, les syndicats. Moi, je prêche pour ma paroisse, le JA est là aussi, le SAF. Le SAF. Et il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à son bâtonnier, à sa vice-bat, qui est très disponible, aux membres du Conseil de l'Ordre, aux confrères, aux syndicats, parler, et surtout ne jamais rester avec ses difficultés, ses préoccupations, seul dans son cabinet à ruminer, parce que là, c'est le meilleur moyen d'aller vers le burn-out et se faire aider, quoi. Et est-ce qu'il y a des contrôles? Alors, je sais pas, moi j'en ai parlé avec des membres de l'UJA de Lille, ils disaient qu'il y a des espèces de contrôles, ou en tout cas ils venaient dans les cabinets, ils relisaient effectivement les contrats de collaboration,
Bon, même si le but c'était pas de sanctionner, bien sûr, hein, c'est plus de répandre un peu les bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a ça aussi à Strasbourg Est-ce que c'est quelque chose qui est national, ça, ou est-ce que c'est par barreau des barreaux, mais il y a Oui, à Strasbourg, on a le contrôle a priori déjà. Au moment où le contrat est signé de collaboration, donc on remarque c'est tous les critères. Vous mettez plein de modèles à disposition. Bien sur sûr. Le site du barreau, il y a plein de choses déjà. Bien évidemment, mais si on doit prendre par rapport à la préservation du collaborateur, le contrôle est d'ores et déjà exercé par la commission exercice professionnel qui doit valider ces contrats de collaboration et donc qui va justement vérifier le montant de la rémunération, si le congé de paternité ou maternité est mentionné dans le contrat, si la clause de conscience y est également. Et on a également mis en place, grâce notamment justement, là il faut le reconnaître, l'implication de l'UGA au niveau tant CNB que local, les contrôles a posteriori, où là on envoie des questionnaires aux collaborants, oui, il y en a qui répondent, d'autres pas. Voilà. Et les collaborateurs, des visites domiciliaires également, demande de conseil de l'ordre au cabinet pour rencontrer les collaborateurs et voir... comment ça se passe. Bien que je crois qu'il y a encore quand même une omerta. Ils ont du mal à dénoncer les conditions difficiles. Parce qu'ils ont peur d'être affichés. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont cette terrible impression, et je peux comprendre dans le sens où ça doit être compliqué lorsqu'on débute dans un métier où justement on n'a pas encore fait sa place, de commencer avec un conflit et d'être pointé du doigt pour dire « Ah ben tiens, elle s'en est plainte ». Et donc, comme ils ne savent pas réellement ce qui se passe en réalité, que ce soit à l'ordre ou au niveau des syndicats, ils ont cette impression et cette image que s'ils s'en plaignaient, ils seront expulsés, en quelque sorte, mis à l'écart. Et donc, ils n'osent pas trop. Qui ne seraient plus embauchables derrière. C'est très compliqué, qu'ils ne seront plus embauchés et que par conséquent, ça n'arrivera pas. Supposons qu'un collaborateur se plaint. Ça n'arrivera pas. Le fait qu'il soit écarté, ou bien au contraire, nous serons là pour le protéger, le préserver et l'aider à avancer. Et en tout état de cause, rien ne l'empêcherait, à supposer que il estime qu'aucun cabinet ne pourrait le reprendre, comme l'a dit Anaïs, de s'installer. Il y a toujours une possibilité, il y a toujours une porte de sortie. Toujours. Je pense que pour ça, c'est important d'être vraiment en réseau, connecté, de pouvoir avoir le bouche à oreille. Je pense qu'à Strasbourg, ça se fait quand même aussi beaucoup par le bouche à oreille. Si on sait qu'il y a des places qui se libèrent, qu'il peut y avoir une opportunité d'aller à tel ou tel cabinet. La machine à café du palais. Mais oui. Voilà. Ou des associations, des syndicats et autres. Non, les jeunes ont beaucoup plus de facilité à parler aux jeunes. Oui. Effectivement, à se confier à ceux qui sont déjà passés ou au visage, je vais le dire en toute honnêteté, je pense que les jeunes auront beaucoup plus de facilité à venir voir Anaïs pour faire part, parce qu'Anaïs est quand même très impliquée dans la vie du barreau. Donc, à venir voir Anaïs pour dire, voilà, il y a une difficulté. Après, c'est cette information, qu'est-ce qu'on en fait et comment résoudre. C'est même pas parler, c'est comment résoudre, en réalité. C'est des fois compliqué. C'est ça qui est compliqué. En arrivant à l'ordre, je me suis rendu compte effectivement que c'était compliqué parce que quand on n'a pas une plainte officielle, alors on peut aider, soutenir moralement, mais si la personne ne veut pas officialiser vraiment... ces difficultés en saisissant officiellement le bâtonnier, on est un petit peu les pieds et les mains liés. Donc on peut essayer d'aider un peu à l'exfiltrer du cabinet, l'aider comme ça en soutenant moralement, mais ou alors en lui proposant peut-être des solutions de repli en disant tel cabinet il cherche peut-être Oui, alors l'ordre, puisque nous y sommes depuis des années maintenant, ce que les jeunes ne voient pas ou les confrères ne voient pas, c'est que l'ordre est impliqué. L'ordre veut faire bouger les choses, veut vraiment passer au-delà de ce que ces jeunes peuvent imaginer en réagissant, pas que la parole, l'action. Mais comme l'a dit justement Anaïs, pour que nous puissions agir, encore faut-il que la personne saisisse. Oui, tout à fait. Et c'est là où ça devient très compliqué. Si la personne n'ose pas, et je comprends, parce qu'elle a peur, parce que justement, elle débute, parce qu'elle est saisie par peut-être l'angoisse de la culpabilité, je n'en sais rien, mais il se fait que, il y a un manque d'estime de soi, il se fait que si elle ne lance pas, nous, de notre côté, on ne peut pas s'autosaisir, c'est impossible. Et ce qui devient très, très compliqué, c'est que ces jeunes puissent ensuite peut-être considérer qu'on n'ait rien fait, alors que sans eux, on ne peut rien faire. C'est vraiment main dans la main. Et c'est là toute la difficulté. On tend la main. Mais si,
ce jeune ne la saisit pas pour qu'on le relève, ils ne peuvent pas ensuite rester par terre et dire on n'a rien fait. Mais qu'est-ce que fait l'ordre du coup concrètement ? Imaginons qu'un jeune ait des difficultés dans sa collaboration, avec des horaires qui lui sont imposés jusqu'à pas d'heure, avec un mail la veille au soir disant tu me fais ça d'ici demain matin et tu vas à l'audience à droite à gauche, et un climat encore en plus, ajoutons, avec du harcèlement moral, des injures. Plainte officielle au bâtonnier du collaborateur. Qu'est-ce que fait l'ordre dans ces cas ? Enquête déontologique, procédure disciplinaire. Et derrière, concrètement, quelles sont les sanctions qui sont prononcées ? Alors, il y a encore une sanction. Là, j'ai l'impression que je suis là pour faire de la pub pour l'UJA, mais quand même, non. non, il y a une sanction qui avait été proposée par l'intersyndicale. On est unis par une seule chose, l'humain. Non, il me semble que justement, il y avait une sanction qui était prononcée, qui était proposée. Alors, je ne sais pas, pendant une certaine durée, mais ça, c'est une sanction, mais on en a tout un panel. Et donc, qu'est-ce qui est vraiment prononcé ? Est-ce que ça peut être affiché sur la place publique ? Là, vous allez sur le secret, là. Vous allez trop loin. Je ne pourrais pas vous dire. Mais les sanctions sont là. C'est une difficulté, je pense. C'est que comme ça ne se sait pas, il y a cette difficulté pour les jeunes de se dire le recours existe et on va pouvoir mettre, alors qu'il n'y a pas de visibilité sur les... Alors, il y a des sanctions. Pardon, ce que je voulais dire, je ne peux pas vous dire quelles sanctions ont été prononcées pour tel ou tel cabinet, mais les sanctions, bien évidemment, existent et ça peut aller blâme, avertissement, jusqu'à la suspension provisoire du cabinet. Après, pour être honnête, je pense qu'il faut qu'on continue à se mobiliser, nous qui sommes peut-être les jeunes membres du Conseil de l'Ordre et sensibles à ces questions, pour continuer à aller de l'avant sur ces sanctions. Peut-être qu'on a eu tendance à protéger un petit peu, certains cabinets par le passé. Enfin, c'est pas une volonté de protéger. C'est pas forcément le cabinet aussi. Je pense que ce que tu disais, affichage sur la place publique, ça pourrait être super utile. Pas forcément en disant nominativement tel cabinet a fait ça. En revanche, tels éléments ont été faits par un cabinet. Et voilà la sanction qu'il y a pu avoir pour ce cabinet. Sans forcément dire c'est le cabinet avoir X des statistiques en disant un collaborateur dans ce cabinet, il reste tant d'années ou tant de mois, je veux dire, ça permettrait peut-être de se dire, parce qu'en fait un jeune, je trouve que quand il sort de l'école, il sait pas trop à qui s'adresser. Alors moi je sais que je pense que je sais pas, alors moi en sous-main, moi ce que j'entends en tout cas chez les avocats, c'est qu'il y a quelques avocats qui prennent un peu ce rôle de chaperonner un peu les jeunes, et donc ça s'envoie des textos et ça dit machin il cherche lui, qu'est-ce que tu penses de ce cabinet ? Non, on n'y va pas, surtout pas, très mauvaise expérience. Mais je veux dire, mais il y a les associations, les syndicats qui sont quand même en relais, je sais pas si vous êtes assez identifiés pour besoin d'aide, on va s'adresser aux syndicats. Moi je me dis s'il y avait peut-être des statistiques, parce que les statistiques là pour le coup on jette pas la pierre à quelqu'un, c'est juste que c'est un fait en fait. Le collaborateur X sanctions prononcées par pas forcément les sanctions, mais dire un collaborateur dans ce cabinet en moyenne il reste 6 mois, il reste 2 ans, il reste 5 ans. Ça permettrait de... Alors après je sais bien que ça veut trop rien dire, parce qu'il suffit qu'un collab s'en va parce qu'il déménage, il suit son conjoint, etc. Mais je sais pas, c'est une idée comme ça. Il peut y avoir des problèmes aussi personnels qui sont toujours c'est vrai. Du collaborateur. Tout à fait. C'est pas évident. Non, mais je pense que sanction disciplinaire, juste de dire dans telle situation il y a une sanction qui a été prononcée, ça permettrait aux jeunes de se rendre compte que oui, il y a des choses qui sont faites, et sans forcément nommer le cabinet, même si je pense que dans le fond, pourquoi pas. Pourquoi pas affichage, salle des cases, tel cabinet condamné à X pour avoir fait ça. Ouais, je comprends que ça fasse peur, mais... En tout cas, pas trop. On peut les dérives sur ce genre de. Mais bon, peut-être, en fait, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que ce soit doublé directement de préconisations sur comment bien faire pour pouvoir passer les commissions, ça, c'est pas bien. Il y a les commissions, comme on a des commissions au sein de l'ordre, commission jeunes barreaux, justement, où la personne, le collaborateur, on lui demande juste de se mettre en relation avec cette commission, et là, il a accès à tout. Que ce soit quel cabinet, justement, ces membres du Conseil de l'Ordre savent ce qui se passe au sein de l'Ordre. Donc, cette personne, en se rapprochant de cette commission jeunes barreaux, peut demander toutes les informations utiles et nécessaires qui lui permettraient de comprendre la situation. Mais on ne peut pas afficher, là je rejoins Anaïs, on ne peut pas afficher publiquement le nom d'un confrère qui reste confrère ou d'un cabinet pour dire attention, alerte rouge. On ne peut pas exclure les gens comme ça. Non, tout le monde peut changer. Ah oui, bien sûr. Tout le monde peut changer. C'est pour ça que mettre sur le tel fait, de dire tel fait a conduit éventuellement à telle sanction, mais sans dire forcément le nom de tel cabinet, mais que pour qu'il y ait cette alerte, et peut-être derrière une préconisation sur comment éviter qu'il y ait ça qui puisse se mettre en place dans les cabinets pour avoir le côté... D'où le contrôle a priori des contrats de collaboration, parce que nous, on voit
quels sont les contrats de collaboration qui reviennent avec quel cabinet. Donc là, nécessairement, nous, on se met... Voilà. Il y a une alerte. Un nouveau collab pour ce cabinet. Et on prévient à ce moment-là. On reçoit en fait l'aspirant... On le reçoit à notre cabinet en tant que membre du Conseil de l'Ordre, on est rapporteur, donc il a un instant, et au cours de cet entretien vraiment personnel entre le rapporteur, membre du Conseil de l'Ordre, et l'aspirant à la collaboration, il peut se dire beaucoup de choses. Et après, pour aussi revenir à ce que tu disais, celui effectivement qui est dans une situation pas possible, peut-être ne se rend pas compte, il ne sait pas vraiment si il est dans un cas normal, ou bien si c'est du harcèlement, ou si c'est trop. Donc en parler, c'est important. Et finalement, moi je fais beaucoup de violences intrafamiliales, violences conjugales, c'est la même chose. On a des victimes de violences conjugales qui sont victimes et qui ne se rendent pas compte vraiment qu'elles sont victimes avant d'en avoir parlé justement à un tiers, à un avocat qui dit « non madame, une claque, c'est une violence ». Donc le fait de pouvoir exposer ses problèmes à un avocat un peu plus expérimenté, lui dire mon collaborant, et j'ai des jeunes qui m'appellent pour savoir justement est-ce que c'est acceptable ou est-ce que c'est pas acceptable. Mon collaborant à 8h20 m'a donné un dossier à plaider en correctionnel énorme, avec je sais pas combien de pièces, j'ai pas vu les pièces, j'ai jamais vu le client, etc. Est-ce que c'est acceptable, est-ce que c'est pas acceptable? Et non, voilà. je dis. Non, c'est pas délicat. Après, il peut y avoir toujours des raisons, X raisons de santé, voilà. Mais il faut, c'est bien d'en parler pour déjà se rendre compte que le collaborateur se rend compte qu'il est dans une situation qui n'est pas acceptable. Moi, je pense quand même qu'à Strasbourg, il y a quand même une assez grande confraternité et que c'est quand même relativement simple de trouver des personnes bienveillantes avec qui parler. Oui. Non, c'est vrai, vraiment. Non, mais c'est vrai, je te rejoins, c'est vrai. Sans de stress et sans quoi, et de pouvoir chercher de la réassurance dans ces situations-là. Et que ce soit par des syndicats, que ce soit le SAF ou l'UJA, que ce soit par les contacts qu'on peut avoir les uns avec les autres, sans robe, sous la robe, on est vraiment... on se soutient quand même pas mal. Mais je voudrais dire juste parce que je souhaite vraiment parler sans tabou et ce reproche qui est fait, je pense quand même qu'on a des fois du mal un peu à laver... on veut laver notre linge en famille, où on a du mal un petit peu à prendre des sanctions contre les confrères parce qu'il y a cette confraternité, etc. Et que peut-être que par le passé, on a peut-être un peu trop protégé. On a du mal à faire... on a du mal. Parce qu'en fait, on est avocat, donc on se place toujours en matière de... dans l'empathie, dans la défense aussi. Et qu'on n'est pas magistrat. Et voilà, donc on travaille là-dessus. Le CNB travaille là-dessus aussi, sur les procédures disciplinaires, une nouvelle sanction qui vient d'être... Et puis il y a beaucoup de jeunes au Conseil de l'Ordre de Strasbourg. Vraiment, c'est un Conseil de l'Ordre très jeune. C'est vrai qu'on a beaucoup cette chance aussi, pour changer l'état d'esprit. Là, je parle au nom du bâtonnier et je pars pour le bâtonnier. Moi, je pense que sur ce point, elle est intransigeante et elle reviendra certainement pas sur les habitudes passées, à savoir on ne va rien dire ou on va préserver tel cabinet parce que non, elle est très intransigeante. Elle n'est pas seule. Il y a aussi toute une commission derrière, tout un conseil et elle est très ouverte. Ce qui est très important, très ouverte dans l'échange, dans la discussion. Et l'ouverture permet justement de changer l'état d'esprit. Donc, allez-y les jeunes, venez vous plaindre. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de dire ça c'est pas bien, sauf que beaucoup ne savent pas comment faire autrement. Quand eux-mêmes sont surchargés de dossiers, qui sont aussi complètement débordés, qui donnent le dossier un peu au dernier moment, mais ils savent pas comment faire autrement, ils n'arrivent pas à gérer autrement leur cabinet. Oui, mais ils doivent pas décharger leur... Justement, l'erreur vient d'eux. Donc c'est pas aux collaborateurs... De payer les pots cassés, bien sûr que non. Mais du coup, pour s'en sortir, je pense que c'est leur apprendre... Oui, il n'y a pas de malveillance. En fait, ils se retrouvent dans une situation tellement... Eux-mêmes, ils sont tellement surchargés, tellement compliqués que leur seul moyen, c'est de dire prenez. Enfin, à qui, mais à culpa. J'ai eu des moments où j'ai pris des stagiaires et j'en prends toujours. J'en prends. Mais à un moment donné, sans s'en rendre compte, on peut aussi leur dire, par exemple, faites tel dossier sans s'en rendre compte qu'effectivement, on lui avait déjà donné un dossier. Non pas parce qu'on veut leur surcharger ou leur donner beaucoup de travail, c'est que nous-mêmes, on a oublié, qu'on a été pris par un autre dossier et qu'on s'en rappelle plus et que finalement, il suffit juste de communiquer. Encore une fois, toujours, c'est la communication. À partir du moment où il y a la communication de part et d'autre, de part
et d'autres, et ben on trouvera toujours un accord. Et c'est souvent ça qui manque. Je pense que ça, c'est un conseil aussi important à dire aux jeunes. Parlez-en avec votre collaborant s'il y a quelque chose qui vous dérange. Parce que s'il n'en parle pas et qu'il encaisse, ça va déborder. La pression monte, ça monte, ça explose. L'autre n'a rien vu, parce que l'autre ne comprend pas, ou l'autre est dans son monde, et ça explose. Et le management, c'est très difficile. On n'est pas formé à être collaborant. On n'est pas formé au management à l'école d'avocat. On ne se rend pas compte que on est chef d'entreprise. On doit gérer les collaborateurs, les secrétaires, les assistantes. On ne nous apprend absolument pas à le faire. Donc, soit vous avez un peu la fibre, soit pas. Et même quand on a la fibre, bien entendu que je fais des erreurs. C'est obligé. Et heureusement que j'ai une collaboratrice qui a le caractère pour me dire ce qui va pas. Et on peut échanger. Mais c'est vraiment pas facile non plus pour les collaborants. C'est peut-être aussi parce qu'elle se sent en sécurité aussi au sein du cabinet. Enfin, je veux dire... J'espère. Elle a du caractère et c'est très bien, il faut pas hésiter, mais tout le monde n'a pas ce caractère-là, tout le monde n'est pas capable de poser des limites. Mais c'est juste évident qu'on va faire des erreurs de management, c'est évident. Mais on n'a jamais été formés pour ça en réalité. Nous, on sort de la faculté de droit. De la faculté de droit, on a fait les RH. On ne nous a pas dit comment apprendre à traiter un collaborateur, etc. Soit on a ça parce que c'est inné. Oui, mais même comme ça. D'une certaine manière ou d'une autre, c'est que c'est le savoir-être, c'est le savoir-vivre, et donc on arrive à comprendre et à transmettre. Soit par moment on est surchargé et qui fait que l'autre se sent malmené et harcelé. Je dis pas qu'il y en a pas. Ça existe. Le monde parfait n'existe pas. Ça, j'ai compris. Mais voilà, on nous a pas appris et par moments, ça peut devenir très compliqué. Mais il faut pas croire que tous les cabinets d'avocats qui embauchent sont méchants, sont mauvais. C'est pas Mais en parler le plus rapidement possible avec son collaborateur, avec d'autres en face aussi, pour désamorcer dès le début. Bon, écoutez, je ne sais pas s'il y avait d'autres points que vous vouliez voir, parce qu'on arrive déjà à la fin. Ça passe crèche, vite, le projet de crèche, moi j'aimerais bien que vous en parliez. Je ne donnerai pas le nom. Madame le vice-bâtiment. C'est en cours. Explique le projet peut-être. Alors le projet, nous souhaitions justement mettre en place une crèche au sein même de la maison de l'avocat pour faciliter tous les jeunes mamans et papas à pouvoir non seulement exercer et parallèlement être maman et papa. Et pouvoir s'adapter les horaires. Parce qu'on est tous passés par là. Nous sommes toutes passées par là. Moi, je me rappelle, la plus grosse difficulté, c'est quand j'étais enceinte, c'était de trouver, justement, à la sortie du congé de maternité, quelqu'un à qui confier mon enfant. Entre la nourrice, les crèches... Encore, c'est bien de trouver... Enfin, moi, j'ai pas pu faire la crèche, je parle pour moi, tout simplement au regard des horaires. La crèche, les horaires étaient très limités. C'était 8h, 18h, et encore... Donc, je me suis rabattue sur la nourrice. Mais ça coûte beaucoup d'argent, la nourrice. Surtout quand on fait des heures supplémentaires. Et donc, ça arrive. Anaïs l'a vécu, Alice certainement. Non, c'est la crèche, mais ça coûte cher. La crèche, ça coûte... la crèche, moins cher que la nourrice. Donc, on s'est dit, pourquoi pas mettre en place justement un projet pour que les jeunes parents puissent confier au regard des horaires. Nous, c'était vraiment adapter les horaires pour que ces jeunes puissent exercer, et notamment ceux qui veulent plaider, je parle aussi pour les civilistes, qui doivent plaider à tel barreau, qui doivent prendre le train très tôt, et qui puissent déposer leur enfant en toute tranquillité dans la maison du barreau. Donc, ils se doutent bien qu'on va bien les garder. Alors, je me suis dit, je vais me reconvertir, non. Prochainement, pas. Voilà. J'y ai réfléchi, je me suis dit non, mais deux suffisent. Que les avocats du barreau de Strasbourg. Je suis pas sûre. Le plus compliqué. Le plus compliqué des métiers, c'est d'être parent. Mais c'est de s'occuper des enfants. Vraiment, c'est le plus compliqué. Donc moi, c'est bon, j'ai déjà mon métier. À la maison J'en ai déjà 2. Ça me suffit. Mais un poste est ouvert si le projet arrive à terme. Et c'est pour bientôt? Non, c'est pas encore. Il y a pas encore de date, il y a pas encore de. On espère. En tout cas, on espère que ce soit sous la mandature. On finit en décembre 2024. D'accord. Ouais. On attend, on espère. Donc normalement, c'est plutôt imminent. Normalement, a priori. Enfin, ça va se faire d'ici. Ça bosse en tout cas. Je peux voir que je vois passer les mails. Ça bosse. Voilà, la commission crèche bosse. Ensuite, le Conseil de l'ordre dispose.
Et on attend. C'est tout un cheminement. En tout cas, super projet. Écoutez, merci beaucoup. En tout cas, j'étais ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi autour de cette table. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. À bientôt.